Bonjour à tous. Nous sommes en direct. Bienvenue pour ce live meeting. J'espère que vous allez tous bien. Petit test d'abord son vidéo. Comme d'habitude, l'objectif c'est de voir si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si c'est le cas. N'hésitez pas également à nous dire d'où vous venez. Pour ma part, je m'appelle Marine Nicolo, enchantée, et je suis conseillère en investissement et chargée de levée de fonds au sein de Lita.co, qui est une plateforme sur laquelle Marguerite et compagnie réalisent sa levée de fonds et dont la collecte est prévue pour les prochains jours. Donc pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, Lita.co, c'est une plateforme d'investissement solidaire qui permet aux particuliers et aux professionnels d'investir, que ce soit en dette ou en capital. Pour Marguerite, c'est en capital, dans des startups, des PME, des coopératives ou des associations qui ont été sélectionnées sur des critères de performance économique et financière, mais aussi sur des critères d'impact social, sociétal et environnemental. Donc concrètement, on va intervenir sur des thématiques qui sont assez variées, qui sont l'alimentation durable, l'insertion, les énergies renouvelables, et en ce qui nous concerne aujourd'hui, tout ce qui va être lié à la précarité menstruelle. Donc dans le cadre de notre activité, on organise des échanges entre investisseurs et entrepreneurs en levée de fonds. C'est du coup un moment privilégié où les entrepreneurs vont pouvoir présenter leurs projets et vous allez pouvoir poser toutes vos questions en direct. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Gaëlle Lenohan, qui est la fondatrice de Marguerite et compagnie. Pour le format de ce live meeting, du coup, dans un premier temps, je vais laisser la parole à Gaëlle qui va vous présenter l'activité et le projet Marguerite et compagnie pendant une quinzaine de minutes. Et dans un second temps, on ira du coup sur la session questions-réponses. Donc, pour juste vous expliquer comment fonctionne notre outil, vous avez l'onglet chat où vous pouvez du coup communiquer avec nous, et vous avez juste à côté, donc en bas à droite, l'onglet questions qui vous permettra du coup de poser toutes vos questions, et on y répondra du coup dans un second temps après la présentation de Gaëlle. Je laisse du coup la main, et pour celles et ceux qui ont loupé le début de l'événement, on aura bien sûr un replay qui sera disponible sur la page de la levée de fonds. Voilà Gaëlle, je te laisse la main. Bonjour tout le monde. Alors, je suis hyper fière et honorée de pouvoir présenter le dossier sur l'ITA. J'en parlerai un petit peu de pourquoi l'ITA après. Là, je vais vous directement aller dans le vif du sujet et vous dire pourquoi on a envie de changer les règles. Il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai créé Marguerite et compagnie en 2018. C'est vraiment avoir un accès à des produits menstruels en tout lieu. Ça peut nous arriver à toutes d'avoir nos règles à un moment pas prévu, de ne pas avoir pensé à prendre dans le sac ce qu'il nous fallait. Et surtout, on a eu un chiffre par le ministère de l'Égalité, c'était 130 000 collégiennes et lycéennes qui ratent les cours faute de moyens pour s'acheter des produits menstruels. Et là, c'était une inégalité d'accès au savoir qui, pour moi, était insupportable à cause juste d'un fait naturel. Et donc, une solution simple, c'était d'avoir des distributeurs et un accès gratuit en tout lieu. Plus de santé, parce que moi, en fait, c'était même ça qui m'avait fait créer Marguerite et compagnie au tout début. C'est quand j'avais lu les études de l'ANSES en 2017 sur la composition des tampons et des serviettes, ça m'avait rendu complètement dingue. C'est des produits dont on ne peut pas se passer et c'était potentiellement toxique. Ils ont retrouvé quand même du glyphosate, par exemple du Roundup, dans des tampons, puisque le coton étant traité avec du glyphosate, les dérivés, après les produits fabriqués avec ce coton-là pouvaient retrouver du glyphosate, mais aussi on a retrouvé beaucoup de dioxines qui sont considérées quand même comme un cancérigène selon l'OMS, des perturbateurs endocriniens et beaucoup de plastique qui créent notamment beaucoup d'irritation dans les serviettes classiques, par exemple. Et puis, en continuant à détricoter un petit peu, je me suis dit, mais s'il y a du plastique, c'est énorme du coup, parce que la consommation c'est un produit de grande consommation. Et donc, on estime qu'il y a à peu près 45 milliards de serviettes qui sont jetées par an dans le monde. Et une serviette classique, c'est composé jusqu'à 90%, mais on dit en gros 75% de plastique. Donc, ça fait une quantité de plastique assez folle qu'on retrouve, nous, ici, par exemple, on est en bord de mer, dans la laisse de mer, des serviettes, des applicateurs. Mais aussi, il faut se rendre compte, ça représente en fait une tour de la Terre à la Lune tous les ans de plastique qui mettent plus de 500 ans à se dégrader. Donc là, il y avait je voulais trouver une solution à tous ces problèmes-là. Et donc, on a décidé de fournir des solutions de mise à disposition gratuites, mais avec des protections périodiques qui sont zéro plastique, 100% biodégradables, 100% compostables, et donc qui préservent la santé et l'environnement.
Donc, la première création, la première invention, c'était un distributeur de grande capacité pour les collectivités, pour vraiment s'attaquer à ce problème des 130 000 collégiennes et lycéennes et étudiantes ensuite, qu'on appelle CLR, comme Changeons les règles. Et puis en septembre 2021, je me suis rendu compte que pour les entreprises, c'était souvent un peu trop gros parce qu'il fait 43 par 43. C'est souvent des toilettes un peu plus réduites et puis il y a moins de jeunes femmes ou de femmes à fréquenter par toilette. Donc, on a fait designer par un studio de design un distributeur qui a eu d'ailleurs le Grand Prix du design de stratégie l'année dernière. On continue à avoir des boîtes individuelles parce que parfois, les facs, notamment, veulent faire des distributions ponctuelles. Donc, on continue aussi d'avoir un conditionnement individuel. Et puis là, le tout dernier produit qu'on est en train de lancer actuellement, c'est les produits d'accueil pour le tourisme. Donc, pour les locations, pour les chambres d'hôtel, pour avoir toujours un petit kit de dépannage. Alors, ça, c'est le comment. Comment on met la mise à disposition gratuite, mais c'était surtout quel produit. Donc, je suis assez fière qu'en 2018, Natraker ait accepté de rejoindre l'aventure. C'est le leader mondial. Je m'étais rendu compte en faisant une étude sur tous les produits qui existaient que c'était les seuls qui avaient vraiment des normes environnementales, éthiques aussi, très élevées et qui correspondaient à mon projet. Donc, c'était un peu dingue. Je leur ai dit, vous avez les meilleurs produits du monde. Je vais les rendre gratuits pour les bénéficiaires. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Ils ont dit oui dès le début. Donc, ça a été vraiment des petites commandes au début. Puis maintenant, on est vraiment un gros partenariat avec Natraker. Donc, avec les meilleurs labels MedSafe, GOTS, et puis aussi des prix d'éthique, puisque c'est une entreprise très éthique et qui fait notamment du commerce équitable pour le coton. Le système de recharge, en fait, le comment, moi, j'ai voulu le faire le plus simple possible pour qu'il y ait moins de freins possible à l'installation. Au début, je m'étais dit que personne n'y avait pensé, donc les gens auraient du mal à adopter ce produit-là. Donc, je me suis dit, je vais enlever tous les freins. Bon, il s'avère que finalement, ça marche très, très bien et que tout le monde était prêt à adopter ce système-là. Mais donc, j'ai inventé un système de recharge pour qu'il n'y ait pas le temps de remplissage qui soit le plus court possible, et puis qu'il n'y ait pas de manipulation des produits. Donc, pour garder le côté vraiment super hygiénique, personne n'aura manipulé les produits avant que les personnes qui conditionnent ça dans les recharges. C'est super pratique. C'est de la low-tech parce qu'on la glisse dedans. Après, c'est un petit système de prédécoupé qu'on voit ici, là. Et puis après, on se sert les produits de façon très simple. Ça ne peut pas tomber en panne, en tous les cas. Donc voilà, le business model, c'est une vente ou mise à disposition des distributeurs. J'ai décidé clairement que dans tout le secteur public, donc des collectivités, c'était une mise à disposition gratuite du distributeur pour que ce ne soit pas à nouveau un frein. Et puis après, les établissements commandent le consommable. En fait, il faut s'imaginer un petit peu le modèle du distributeur de papier toilette. Donc, on a un distributeur mural et du consommable qu'on remet au fur et à mesure de la consommation. Donc, la récurrence, c'est ça, c'est la vente de consommables. Depuis 2019, on a effectivement notre pourcentage de récurrence qui grossit tous les ans. Un partage de la valeur, parce que c'est même comme ça qu'on l'indique sur le site, sur les présentations. On a décidé d'avoir un tarif préférentiel pour les collectivités. Donc, outre la mise à disposition gratuite, les consommables aussi sont moins chers pour le secteur public. Et on le met très clairement dans les entreprises. Vous nous aidez à financer des distributeurs pour le secteur public où il y a potentiellement plus de précarité, plus que des gens plus jeunes et pas en âge de travailler. Une partie de notre activité aussi finance des dons. Dès le début, je m'étais dit, mais je suis sûre qu'on peut allier la performance économique d'une entreprise et la générosité. Donc, il y a une partie de notre activité qui finance des dons et j'ai trouvé une association qui fait des maraudes, notamment pour des femmes SDF ou des femmes en très grande précarité à Paris, et donc qui s'appelle ADSF, Agir pour la santé des femmes, dont je vous invite à aller voir le site et que je rencontre régulièrement. Je fais parfois les maraudes avec elle aussi dans les rues, ça donne encore plus de sens à ce que je fais tous les jours. Et évidemment, un modèle qui est scalable, puisqu'il peut être dupliqué dans d'autres pays. On est déjà dans 7 pays. Donc l'idée, c'est évidemment de pour l'instant être en exportation, mais après vous le verrez peut-être dans les points suivants. L'idée, c'est que dans n'importe quel pays, on peut s'installer, trouver un modèle de réinsertion professionnelle pour les conditionnements, trouver une cartonnerie et une tôlerie et voilà, dupliquer le modèle de Marguerite dans n'importe quel pays. C'est tout à fait faisable, c'est très facile.
Alors, je ne dis pas que ça a été facile depuis le début, mais maintenant qu'on est bien rodé, c'est plus facile. Alors, par rapport à la concurrence, parce que vous avez sûrement entendu parler d'autres, en 2021, d'autres marques sont arrivées sur le marché. Donc, petite parenthèse, on a inventé un produit qui a créé un marché. C'est quand même pas tous les jours, mais là, on a vu le marché s'étendre. Nous, on a un système de recherche breveté. Donc, il est de toute façon breveté, donc il ne peut pas être copié. Ou s'il est copié, il y aura contentieux. On a aussi des certifications éthiques. Donc, on a vraiment, avec les produits, on a les meilleures certifications éthiques, mais aussi, vous le verrez plus bas, un agrément ESUS. Donc, nous aussi, l'entreprise est très éthique. On est entreprise solidaire d'utilité sociale. Les emballages aussi. Il n'y a pas que les produits qui sont biodégradables, mais les emballages aussi. Donc, j'ai fait très attention aux fournisseurs de recharge pour que ce soit aussi du biodégradable et compostable. Donc, on a 0 plastique issu de la pétrochimie. Et le petit dernier en dessous, là, c'est vraiment ce qui nous différencie aussi de la concurrence, c'est qu'on a une offre de sensibilisation. Donc, on a une responsable sensibilisation qui se déplace à la demande soit des établissements, soit des entreprises. On a aussi des demandes en entreprise pour venir parler des règles, en fait. Parce que je dis souvent que si on installe le distributeur sans en parler, on a fait la moitié du chemin seulement. Puisque c'est vraiment quand le tabou sera tombé, je pense qu'on aura vraiment réussi notre mission. Donc, le marché auquel on s'adresse, c'est assez énorme, puisque c'est près de la moitié de la population. On a vraiment des enjeux différents pour le secteur public. Donc, c'est les inégalités, la précarité menstruelle dont on parle beaucoup. Il y a 5 ans, quand j'ai lancé Marguerite et compagnie, tout le monde me regardait, la précarité, quoi? Mais de quoi tu parles? Maintenant, je crois que tout le monde est au courant de ce sujet-là. Et réduction de l'absentéisme scolaire. Et dans le secteur privé, on a vraiment une autre communication, puisque l'idée, c'est surtout de la RSE. C'est de la qualité de vie au travail, marque employeur, et puis égalité, en fait. C'est l'égalité professionnelle. On ne demande pas aux salariés de venir avec leur papier toilette dans leur sac à main. Et nous, on nous demande pourtant d'avoir nos tampons, nos serviettes dans nos sacs à main. La zone géographique, donc pour l'instant, c'est principalement la France et 7 pays en Europe. On a aussi tous les DROMCOM, donc on expédie là, une expédition vient de partir pour la Guyane. Petite anecdote, le dernier collège va être livré en pirogue, donc c'était un petit challenge au niveau logistique. Mais voilà, donc on est aussi en Guyane française, dans les Caraïbes et aussi en Polynésie française. La dynamique du marché, en fait, en 2018, personne n'en parlait, comme je le disais. Maintenant, on est vraiment sur un sujet qui est devenu un sujet éminemment politique. En 2020, il y avait eu un budget d'1 million de votés pour lutter contre la précarité menstruelle et on est à 5 millions en 2022. Il y a 6 millions en 2023. Ça veut dire qu'enfin, les politiques s'emparent du sujet. Et je ne sais pas si vous avez entendu aussi en Écosse, depuis août l'année dernière, la loi promulguant la gratuité pour les lieux publics a été mise en place. Vraiment, elle avait été votée début 2021 et elle a été mise en place. Donc, dans tous les lieux qui accueillent du public, il y a une obligation de mettre à disposition gratuitement des tampons, des serviettes. Donc, voilà, je pense on est dans un contexte qui est assez dynamique et qui nous porte, en tous les cas, qui porte ce marché. On est à un potentiel qui est assez énorme pour les collèges. Là, ce que vous voyez en orange, c'est nos clients. Donc, vous verrez que l'année dernière, on a fait 2,6 millions de chiffre d'affaires et pourtant, on a encore un potentiel à aller chercher. On est dans 1,8% des collèges, 15% des lycées et 6% de l'enseignement supérieur. Et puis, j'insiste aussi sur les communes parce que ça, c'est énorme. On a plus d'une centaine de communes là, qui nous font confiance et qui ont installé dans tous les lieux publics bibliothèque, salle de sport, mais piscine aussi. Piscine, c'est une évidence. C'était vraiment très bien quand j'avais une première mère qui m'avait dit « Je vais le mettre à la piscine. » Mais oui, évidemment. Donc, voilà. Et là, c'est le secteur privé. Donc, on a lancé depuis septembre 2021 et on a la chance vraiment d'avoir des grands groupes. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de pénétrer dans des grands groupes, dans des lieux, pour après pouvoir justement aller à l'international dans ces grands groupes. Donc là, on a 170 entreprises déjà équipées actuellement, avec des noms assez connus quand même. Et par exemple, Microsoft, c'est lui qui nous a permis de nous installer au Luxembourg et aux Pays-Bas, puisqu'ils ont décidé d'en installer d'abord en France, et puis après, ils ont dit, mais les autres, ils en veulent aussi. Donc, ça nous permet de développer aussi notre export, la part d'export.
Ça, c'est la slide la plus importante, c'est celle pour laquelle je me lève tous les matins, c'est notre impact. Et c'est aussi ça qu'on mesure, hein. Je pense que vous l'aurez aussi après dans un document plus détaillé. On a un suivi des indicateurs d'impact, notamment parce qu'on est devenu entreprise solidaire d'utilité sociale, donc on a l'obligation aussi de les suivre, et puis on les communique volontiers. Donc en 2022, il y a eu 9 millions de tampons et de serviettes qui sont sortis de nos distributeurs, donc ça commence à compter. On a 5600 distributeurs installés, là c'est à date, c'est en mai là, et pour 1,2 million de bénéficiaires, puisqu'on le sait, puisque quand un collège, un lycée nous appelle, on leur demande combien il y a de jeunes filles, comme ça ça nous permet, avec l'expertise qu'on a maintenant depuis 2019, de leur dire, bah voilà, je vous conseille tant de tampons, tant de serviettes, les proportions, le nombre de mois, voilà. Donc mis bout à bout, on sait combien on a de bénéficiaires. Pour les mairies, c'est un petit peu plus aléatoire, mais en gros, hein, on va dire c'est un minimum, ça. Social, ça c'est notre impact social, il est hyper important. C'est que moi, avant, j'étais orthophoniste en neurologie, en cancérologie, donc vraiment pas grand-chose à voir avec l'entrepreneuriat. Et au-delà du fait d'être mécène, je me suis dit que j'allais aussi reboucler avec mon travail d'avant, puisque j'avais des patients qui travaillaient dans des ESAT en réinsertion professionnelle, et je voyais le rôle que ça avait pour eux d'avoir un rôle dans la société et d'avoir un travail. Donc, dès le début, en fait, on a fait un partenariat avec l'APS France Handicap, c'est APF Entreprise, pour pouvoir mettre en œuvre ce rôle de réinsertion professionnelle. Et donc là, il y a actuellement 31 personnes en situation de handicap qui se conditionnent dans 2 ESAT et une entreprise adaptée. Il y en a 2 dans le Finistère et un autre ESAT dans le Val d'Oise. L'idée d'avoir pris ce réseau-là, outre que c'était celui que je connaissais localement, c'est aussi qu'ils ont 53 sites en France. Donc l'idée, c'est de pouvoir limiter l'impact écologique de chaque livraison en disséminant un petit peu l'activité sur toute la France, puisque une fois qu'un distributeur est installé, il y a la récurrence, donc une livraison en permanence. On n'a aucun intérêt écologique à tout expédier depuis le fin fond du Finistère, là où on est. Et donc, si on estime qu'une serviette a à peu près 75% de plastique, eh bien l'année dernière, on a réussi à éviter 17 tonnes de plastique avec les 9 millions de produits. Et donc, 1,6 tonne de pesticides. Les pesticides, c'est calculé, on sait à peu près qu'il y a 75 grammes de glyphosate par kilo de coton produit. Donc, si on utilise du coton bio, on évite aussi des pesticides. Alors, une stratégie de développement ambitieuse depuis le début. Il en fallait de l'ambition pour pouvoir monter ça du fin fond du Finistère, et avec un produit où tout le monde te regardait, mais ça ne va jamais marcher, ça n'existe pas. Ben si, en fait. Donc, depuis qu'on a lancé, vraiment, c'est pas depuis la création, c'est même depuis qu'on a lancé les distributeurs en 2019, on a fait un CA x30 en 3 ans. Donc, on a 3 objectifs pour continuer. On va renforcer notre présence auprès des établissements publics. On a un énorme avantage, c'est d'avoir un partenariat avec l'UGAP, la centrale d'achat des services publics. Donc ça, on est les seuls référencés. Ça, c'est vraiment un super avantage. On va continuer à développer notre présence aussi dans les entreprises. Le potentiel est assez énorme aussi pour Capsule. Et puis, on va conquérir le secteur de l'hôtellerie, donc avec Delta, et notamment un partenariat qu'on vient de signer avec le label She Travel Club. Donc, c'est un tout nouveau label. Les hôtels, pour obtenir ce label-là, qui sécurise en tous les cas l'arrivée des femmes dans leur hôtel, sont obligés d'avoir un kit, ce qu'ils appellent le kit signature, et notamment avec des tampons et des serviettes. Donc, nos ressources clés, ce sur quoi tout ce qu'on a réussi à construire en 5 ans et ce sur quoi on s'appuie, c'est un brevet donc étendu à l'international, le contrat d'exclusivité avec Natraker, c'est-à-dire qu'on est les seuls à pouvoir avoir les produits Natraker pour une mise à disposition gratuite. Donc, Natraker, vous le trouvez autrement en réseau Biocop, mais nous, on est les seuls à pouvoir le mettre dans des dispositifs de mise à disposition gratuite. On a un accord cadre avec APF Entreprise ou APF France Handicap, ce qui nous permet ça nous met à peu près 3 semaines, 1 mois à ouvrir une nouvelle activité dans un ESAT. Donc, on peut être très réactif pour pouvoir aller s'installer dans une nouvelle région si on a vraiment des grosses commandes. Le référencement UGAP dont je parlais tout à l'heure, la centrale d'achat.
On a un soutien de la région Bretagne qui a été la première région à instituer effectivement de façon obligatoire. En fait, ils ont envoyé des distributeurs dans tous les lycées de la région Bretagne. Donc, on a touché les 71 000 lycéennes bretonnes d'un coup. Donc, c'était vraiment énorme. On a un soutien, un accompagnement de France Active aussi depuis 2021. Ils continuent à être à nos côtés dans le cadre de cette levée de fonds. Les grands comptes aussi, APF, France Handicap, ils sont présents dans tous les grands groupes quasiment pour faire aussi soit du ménage, soit de la prestation aussi comme pour nous. Donc c'est un gros réseau de commerciaux qui vont pouvoir œuvrer aussi pour nous. Et le partenariat donc avec She Travel Club pour Kit Delta. Voilà la croissance. Donc ça s'appelle une hyper croissance même hein, quand on a un CA comme ça. Et voilà, pour l'instant, on est exactement dans les clous de ce que j'avais imaginé en 2019 quand j'ai fait mon premier deck. Alors, si je vous le montrais, vous verriez le principe de l'amélioration continue qu'on met toujours dans l'entreprise parce qu'il n'est vraiment pas aussi beau que celui-là. Et en 2019, j'annonçais ces CA-là jusqu'à 2022. Donc, voilà, vous pouvez me faire confiance, même si ce n'était pas du tout mon métier. Je voyais à peu près où allait le marché. Et voilà, donc ce qu'on a déjà, là c'est une timeline un peu de ce qu'on a déjà accompli avec les différentes étapes. J'ai créé le premier emploi par exemple en 2020. Donc pendant 2 ans, j'ai été seule pour monter Marguerite et compagnie. Au début, je ne sais pas si vous aviez suivi peut-être l'aventure. Au début, c'était une box. Les femmes s'abonnaient et recevaient tous les mois dans leur boîte aux lettres une box de tampons et de serviettes bio. Et donc, en 2020, on a fait le pivot vraiment, on a arrêté le B2C et on est passé uniquement au B2B. Et là, les derniers, c'est la création du Kit Hotel et le marché du département de la Gironde. On l'a noté parce que c'est le plus gros marché qui ait jamais été publié et on l'a obtenu, donc c'était chouette. Voilà, là, c'est le phasage du financement. C'est toujours difficile pour les startups de trouver à se financer. Pour moi, ça a été encore plus difficile parce que j'étais vraiment pas de la partie et que j'avais du mal à trouver des gens qui croient à mon projet. Donc, on a fait les différentes phases classiques avec un financement participatif sur Ulule au début, puis des prêts bancaires, des avances remboursables de la région, puis des ORA auprès de France Active, de la Love Money, un prêt participatif l'été dernier, et puis là, donc ce phasage de financement qui se finit avec la première phase. On le fait en 2 tranches, notre investissement. Donc on a une première tranche qui vient de se terminer mardi dernier, une signature avec un fonds d'investissement qui s'appelle Inco Venture. Et donc la deuxième phase de financement qui sera avec l'ITA avec un closing fin juillet normalement. Voilà, donc on résume un petit peu ici une gamme complète et unique de produits. Quand on dit unique, c'est notamment par la sensibilisation, un système de recharge breveté, un modèle qui est duplicable, des partenaires historiques et solides, ça j'insiste vraiment, et puis une équipe bien structurée maintenant avec des profils qualifiés. Et c'était un petit challenge quand même dans le fin fond du Finistère, je le redis. Donc maintenant, on a plein de projets en cours et à venir. Et notamment, pour cette levée de fonds, elle sera là pour financer notre hyper-croissance et notamment améliorer nos performances opérationnelles, par exemple par la mise en place d'un ERP ou d'installation d'outils d'aide à la vente un peu plus performants, on va dire. Et puis surtout, augmenter notre stock et notre capacité de production, puisque pour l'instant, faute de financement, on était en flux très, très tendu. En flux, c'est le cas de le dire. Mais ce qui va nous permettre aussi après d'être un peu plus à l'aise, on va dire, pour pouvoir livrer les clients beaucoup plus rapidement. Et voilà. Et donc, ensemble, changeons les règles. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci beaucoup pour cette présentation. Avant qu'on passe à la partie questions, donc j'ai vu que certains d'entre vous avaient commencé à mettre des questions. N'hésitez pas à continuer. Donc, c'est dans l'onglet qui est juste à côté de l'onglet chat. Donc voilà, juste avant de continuer, l'objectif, ce serait de revenir sur les raisons pour investir qui ont été identifiées par notre analyste financier en charge du dossier de Marguerite et compagnie et qui, du coup, a effectué une analyse approfondie du projet et qui en a ressorti, du coup, différents points positifs liés à cet investissement. Donc tout d'abord, c'est une marque aux enjeux d'impact fort. Donc comme le disait Gaëlle, la marque Marguerite est engagée sur les problématiques de précarité
irrégularité menstruelle et d'accès à des protections périodiques sans risque pour la santé de ses bénéficiaires. Le second argument, c'est un modèle économique qui est éprouvé. On l'a vu entre 2019 et 2021, Marguerite affiche un taux de croissance annuel moyen de 305%, ce qui est assez record, et elle finalise l'année 2022 en hausse avec 92% comparé à 2021. Et cela s'appuie du coup sur des revenus de récurrence liés à la vente des recharges de protection périodiques. La troisième raison pour investir, c'est un positionnement sur les marchés publics et privés. L'entreprise est aujourd'hui un partenaire privilégié des acteurs publics, notamment via son référencement avec l'UGAP et l'obtention de contrats pluriannuels d'envergure. L'entreprise ambitionne cependant d'accélérer sur la pénétration du marché privé et du coup en développant de nouvelles offres et en renforçant ses équipes commerciales. Donc ça va être le challenge vis-à-vis du marché privé. Et enfin, une sécurisation de la relation fournisseur. Donc l'entreprise dispose aujourd'hui d'un contrat d'exclusivité avec Natracare au sein de 8 pays européens pour la fabrication des produits menstruels, et du coup il y a eu une négociation sur une limite d'augmentation des prix de 10% tous les 6 mois. Et la relation du coup entre Natracare et Marguerite et compagnie est renforcée par l'entrée au capital de la maison mère de Natracare. Voilà un petit peu pour les raisons pour investir. Aussi pour rappeler que l'offre en cours sur l'ITA, donc il s'agit d'une levée de fonds en action qui est éligible au PEA, PEA-PME, apport cession. On est aujourd'hui sur la phase de pré-collecte avec une phase en collecte qui sera mise en ligne dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, vous avez déposé une intention d'investissement et vous pouvez continuer à en déposer. Ces intentions sont non engageantes et modifiables. Aujourd'hui, on a plus de 220 000 euros d'intention d'investissement reçus et on a un objectif de collecte de 500 000 euros. Donc, je crois que j'ai assez parlé et on va pouvoir du coup passer aux différentes questions. On va notamment démarrer par une question de Cathy. Cathy, donc bonjour, merci pour la présentation. Avez-vous connu les effets de la conjoncture inflationniste actuelle et comment arrivez-vous à y faire face ? Alors oui, effectivement, même si, comme le disait Marine, on a limité dans notre contrat d'exclusivité l'augmentation des coûts de matières premières, on a eu effectivement une augmentation puisque le coton a augmenté de plus de 10%, mais Natracare a pris une partie de cette augmentation et nous, on a augmenté tout simplement nos tarifs aux clients et c'est passé puisque c'est dans un contexte effectivement inflationniste où tout le monde a vu de toute façon les prix augmenter, donc on a pu le répercuter sur nos clients. Merci beaucoup Yael. On a une seconde question de Cathy. Quels sont les différents ateliers de sensibilisation que vous animez et quel est le public concerné ? Alors, ça a commencé plutôt par le secteur public, effectivement, collège, lycée, université. Au début, c'était moi qui me déplaçais dès qu'on avait un gros contrat. Comme je disais que si on n'en parle pas, on a fait la moitié du chemin. Ben, ils me disaient, bah, venez. Bon, bah, d'accord, j'y allais. Et en fait, je pouvais pas me démultiplier. On est dans plus de 1200 lieux maintenant. Et donc, j'ai créé un poste de responsable sensibilisation qui est une jeune fille brillante, excellemment brillante, qui a un compte Insta qui s'appelait Coup de sang. Et c'est comme ça que je l'ai connue. C'est un compte Insta qu'elle a monté où on notait des réflexions sur les règles et c'est là qu'elle s'était rendue compte du coup de l'impact aussi de la sensibilisation parce que des fois il y avait 3-4 000 commentaires sur ces posts. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment besoin d'en parler. Et donc, on va principalement dans le public, mais comme je le disais, beaucoup d'entreprises maintenant. Et pour le public, notamment, on a développé un système ingénieux faisant qu'on ne sépare pas les garçons et les filles. Donc, c'est un système pour le lycée, c'est un 06, on a un téléphone dédié et tout le monde pose les questions et du coup, on les pose à l'oral et on y répond devant tout le monde. Et pour les collèges, c'est un post-it. Donc, comme ça, tout le monde, tu n'es pas obligé de lever la main pour poser une question. Et même si les premiers, il y a des ricanements au début, finalement, on se retrouve avec une montagne de post-it à la fin. Donc, ça montre qu'il y a vraiment besoin de sensibiliser, effectivement. Et on a un projet qui est presque finalisé, mais qui attendait la levée de fonds, d'exposition itinérante pour l'éducation nationale. Donc, on a travaillé à une super expo qui ressemble un peu à la fresque du climat,
donc hyper interactive pour qu'on se pose les bonnes questions. Super intéressant. C'est sûr que la sensibilisation est la clé de beaucoup de choses. On a par la suite une question de Emma. Merci pour la présentation, j'adore votre projet. Comment vous positionnez-vous dans l'écosystème concurrentiel? Donc Fava, JHO, etc. Oui, alors c'est des marques qu'on a vu apparaître effectivement au tout début, puisqu'elles étaient aussi en B2B, en B2C. Donc on était la première box menstruelle en France, mais après, effectivement, d'autres marques sont arrivées. Elles ont diversifié aussi ces marques-là en mettant des distributeurs. Nous, on se positionne d'abord par les meilleurs produits, parce qu'il faut faire attention. Petite sensibilisation, effectivement, quand on dit un tampon 100% bio ou 100%, enfin, un tampon 100% coton bio, ou coton 100% bio, c'est pas la même chose parce que s'ils mettent des tampons avec du coton 100% bio, il peut y avoir que 2% qui est 100% bio. Donc il faut faire attention. Bon, vous avez peut-être vu passer une pétition là qui est passée ce week-end, enfin, à partir du 28 mai. On a travaillé l'année dernière avec le gouvernement pour qu'il y ait un décret obligeant les fabricants à mettre tout ce qu'il y a, tous les intrants pour les tampons, les serviettes sur l'emballage. C'est complètement balayé, ça va être à l'intérieur, à nouveau dans une notice. Donc, au moment de l'acte d'achat, on n'aura pas. Mais voilà, ce qui nous différencie, c'est de faire attention. Nous, on est hyper transparent. Vous savez quels sont les produits qu'on met dedans, comment est-ce qu'ils sont fabriqués. Et le système de recharge, c'est ça qui nous a fait d'ailleurs être choisi par l'UGAP, puisque le système de recharge est vraiment le système le plus pratique et le plus en gain de temps aussi. Merci beaucoup Gaëlle. J'espère que ça répond à votre question, Emma. On a une autre question de Julie. Donc Julie dans le chat qui nous mettait « Bonjour, merci pour ces infos très intéressantes. Jusqu'à quand vaut votre référencement UGAP ?» On n'a pas défini ça encore. On est en train de signer un contrat. En fait, tout était un petit peu en pause le temps qu'on fasse cette levée de fonds. J'avoue que ça m'a pris énormément de temps et beaucoup d'énergie pour trouver les différentes phases de financement là. Donc, on est en train de signer un contrat vraiment avec l'UGAP. Pour l'instant, il n'y a pas de date de fin en tous les cas. Merci beaucoup. Julie, j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat également. On a une question de Roberto. Roberto, je vais essayer de vous faire monter sur scène. Donc, je vais vous envoyer une invitation. Vous pouvez du coup ne pas y répondre si vous souhaitez ne pas nous rejoindre et sinon l'accepter et nous rejoindre pour poser votre question en direct. Donc, c'est en attente pour l'instant. Ah, j'ai l'impression que Roberto a refusé. Donc, on va poser sa question. Bonjour, tout d'abord, bravo pour cette initiative, vraiment très très bien. Question sur le partenariat avec Natracare. Quelle est la durée de votre exclusivité avec eux et la couverture géographique de l'accord? Donc, tu y as un petit peu répondu, mais du coup, voilà, Ouais, si tu peux y revenir un petit peu. C'est 8 pays pour l'instant, c'est les 8 pays où on est présent, avec à chaque fois qu'on voudra aller dans un nouveau pays, il sera rajouté en avenant dans le contrat. Et c'est une durée de 5 ans. Et donc, comme Marine l'a précisé, je suis hyper fière aussi que la maison mère Bodywise vient de rentrer au capital de l'entreprise. Donc, c'est un gros partenariat qui s'est mis en place là, très clairement. C'est sûr, c'est un beau partenariat qui s'installe sur du long terme. On a une autre question de Emma. Le marché public représente la majeure partie de votre chiffre d'affaires. Comment accédez-vous à ce marché, via quels canaux? Et souhaitez-vous développer le marché privé aussi? Oui. Tu l'as un peu dit, mais peut-être y revenir. Voilà. Et sur quels canaux, du coup? Alors, via quels canaux? De plus en plus, il y a eu pas mal de marchés publics arrivés l'année dernière, donc des départements pour tous les collèges, des régions pour tous les lycées. Mais cette année, là, par exemple, il y en a eu très peu de marchés publics. Donc, beaucoup passent par l'UGAP maintenant. Donc, finalement, on équipe quand même ces structures-là. Donc, c'est principalement l'UGAP pour le public. Et petite note que j'avais pas précisé, ces 2,6 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, on les a fait qu'avec de l'inbound, que de la demande entrante.
C'est-à-dire qu'on n'a pas encore prospecté. Donc, vous imaginez comment les perspectives qu'on a derrière. Pour l'instant, on répond qu'à la demande entrante. Le téléphone fume toute la journée ici et on répond à cette demande. Donc, voilà, pour le public. Et pour le privé, ben là, on a mis en place depuis quelques mois une machine à vendre liée à LinkedIn, notamment puisqu'on est en B2B. Donc, le marché privé, on le pénètre un peu comme ça. Mais c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler de ce projet-là, qui devient un ambassadeur ou une ambassadrice dans une entreprise, et puis après le présente à la DRH. C'est pour ça que si vous allez sur notre site, qui est d'ailleurs, vous allez regarder dans le footer, qui est éco-responsable, qui fait partie des sites les moins consommateurs, avec un meilleur bilan carbone au monde. Sur notre site, en fait, vous pouvez télécharger les présentations parce que c'est souvent des ambassadeurs ou des ambassadrices qui vont présenter ça après, soit au principal, voilà, au proviseur, ou alors au responsable DRH. Ah, t'as pas ton micro, Marine. Et puis le secteur privé, Pardon. on va aussi l'adresser avec Delta. Oui, c'est ça, exactement. Sur le marché public, peut-être que tu peux nous dire un peu plus sur, je sais pas, les partenariats qui peuvent être créés ou comment ça fonctionne concrètement pour les recharges et s'il y a un temps avec lesquels vous travaillez. Enfin, je sais pas pour. Non, il n'y a pas de contrat. En fait, on ne voulait pas faire de choses contraignantes. Et puis, alors, pour le secteur public, en fait, ils ne peuvent pas signer de contrat avec tacite reconduction. Donc, ça voulait dire relancer à chaque fois. On a 1200 lieux actuellement. C'est plus, on se base sur le système ils ont un distributeur. Alors, s'ils ne veulent plus avoir ce distributeur-là, ils peuvent nous les renvoyer. On a eu quelques cas comme ça. Nous, on a mis en place une filière de reconditionnement directement avec notre taulier pour qu'il n'y ait pas de la matière première qui s'en aille pour rien. Donc, tout est, les vis sont refaites, les rivets sont refaits si besoin. Voilà, on reste en économie circulaire. Super. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais essayer de faire monter Raïma sur scène, qui a une question à poser. Non, Raïma a refusé aussi l'invitation, mais on va poser sa question. Donc bonjour, bravo pour vous être lancé et y avoir cru. Question qui fâche, les ESAT sont parfois décriés, notamment par rapport aux conditions salariales. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Ah ben oui, quand il y avait eu l'étude qui était sortie l'année dernière, dans la foulée des EHPAD d'ailleurs, hein, c'était un peu la même enquête. Tout de suite, dès que j'ai vu le truc, j'ai décroché, je dis c'est quoi ce bazar? Et on est en très très forte relation avec l'APF au niveau national. Et en fait, cette étude-là, ben, on a fait une étude de l'étude d'ailleurs. Elle n'était pas très très objective, on va dire. Et on voit l'impact positif surtout du fait d'avoir du travail. Et si dans la législation, on va un peu plus loin, mais si dans la législation, on obligeait vraiment les entreprises à avoir leur quota de personnes en situation de handicap et pas de payer une taxe parce qu'ils en ont pas assez, on n'aurait peut-être pas besoin de ces ESAT-là, effectivement, mais pour l'instant, on en a besoin pour que ces personnes-là aient un rôle dans la société. Donc, on va dire que pour l'instant, ces structures-là répondent au moins à une demande on y va tout le temps hein, dans les ESAT. Je pense que s'il y avait des problèmes, en tous les cas, dans les ESAT, nous, on essaierait de régler ça aussi. Ils font vraiment partie prenante de l'entreprise, donc leurs conditions de travail nous importent aussi beaucoup. D'ailleurs, on essaye en permanence d'améliorer les process pour pas les mettre en difficulté. Donc oui, je me suis penchée là-dessus et on a vu que c'était décrié, mais pas forcément de façon très objective. Voilà. Merci beaucoup, Gaëlle, pour cette réponse. On a une autre question de Mathilde. Dans le secteur privé, les PME sont-elles intéressées par votre offre? Ce marché est-il en croissance? Comment faites-vous connaître ces entreprises qui n'ont pas toujours de responsable RSE, DRH? Là, peut-être on parle plus pour les PME, les plus petites structures que celles que tu nous as présentées jusqu'à présent.
Ouais, bah, c'est un petit peu ce que je disais, c'est que dès qu'il y a une intervention, là récemment, en fin d'année dernière, dès que je passe sur France Inter, derrière, on a énormément de demandes. Donc dès qu'on est un peu connu, ça fait boule de neige et dans les entreprises un peu équivalentes, c'est mis en place aussi. Et elles sont très intéressées effectivement, puisque là, rien que sur T1, on a fait le chiffre d'affaires de l'année dernière. Sur le secteur privé. Donc ça va très très vite, ça va aussi exploser. Et comme je le disais, dans des grands groupes, et par exemple, on vient d'apprendre que dans les ateliers, parce les distributeurs sont installés dans des ateliers Amazon, eh bien ça va devenir une obligation d'avoir des distributeurs. Donc de façon générale, la législation aussi va bouger, je pense, dans les entreprises. On entend parler du congé menstruel, on entend parler de beaucoup de choses actuellement. Donc cette question des règles rentre aussi dans les entreprises et va être prise en compte, je pense, de façon plus générale et pas forcément par des RSE ou des RH. Merci beaucoup, Gaëlle. Le temps peut-être de vous laisser poser d'autres questions. On avait une question sur la fiche projet de Ornella et dont on n'a pas eu le temps de répondre. Ça peut peut-être être l'occasion. Ouais. Et sa question est intéressante. La loi AGEC prévoit une obligation de réduction des emballages plastiques à usage unique de 20%, dont 50% à travers le réemploi à horizon 2025-2027. Comment allez-vous anticiper ces changements? Un budget est prévu pour les éventuels besoins de R&D ou de transition pour être en conformité avec les exigences réglementaires. Eh ben non, parce qu'on l'est déjà. En fait, les recharges sont en carton biodégradable et compostable et Natracker a déjà des emballages qui sont zéro plastique. Donc, effectivement, juste pour donner un peu de la profondeur à cette question très intéressante, c'est que un paquet de serviettes classiques de 14 serviettes, comme on trouve en supermarché, c'est l'équivalent de 5 sacs plastiques. Donc c'est dingue de se dire on a arrêté les sacs plastiques, mais par contre, on peut tout à fait continuer à vendre des tampons, des serviettes suremballés de plastique, eux-mêmes avec beaucoup de plastique. Voilà, moi je m'étais dit quand j'ai lancé Marguerite, c'était changer de métier au bout de 18 ans, alors que c'était vraiment un métier passion que j'avais avant. Fallait que je fasse les choses bien. Donc j'ai essayé de faire tout vraiment en anticipation aussi de la réglementation et parce que je sentais que ça allait être des questions indispensables. On a parlé du plastique tout le week-end et jamais, pas un seul moment, on a entendu parler du plastique dans les tampons, les serviettes, je crois pas. Enfin, j'ai pas entendu en tous les cas. Non, moi non plus. Du coup, merci Gaëlle. On a une autre question de Nathalie. Elle me dit qu'elle n'arrive pas à la poser, donc je vais essayer de l'inviter. Comme ça. Donc Nathalie, je vous invite. Vous pouvez accepter l'invitation. Donc voilà, elle se prépare. Elle va du coup pouvoir poser la question en direct. D'accord. C'est le temps de monter sur scène. Ça, il y a des marches. Voilà, Voici Nathalie. Bonjour Nathalie, bienvenue. Bonjour Nathalie. Bonjour Gaëlle. On avait eu l'occasion d'échanger un peu plus tôt cette année. Bravo, et je suis ravie de voir que le projet, ça y est, va s'ouvrir. C'est une excellente nouvelle. Moi, j'avais des petites questions un petit peu plus financières, mais c'est peut-être quelque chose qui sera abordé pendant la collecte. Donc, je ne veux pas non plus être un peu prématurée par rapport à la phase d'avancement de la levée. C'était un peu pour comprendre quels étaient plus précisément les principaux KPIs financiers que vous avez. Ce que j'ai lu dans le pré-dossier de l'ITA, c'est qu'effectivement, la partie fonds propres est un peu fragile et sensible, on va dire. La partie trésorerie, parce qu'il y a quand même une équipe assez importante, des coûts d'achat, des coûts de production. Je me demandais un peu d'un point de vue trésorerie, où vous en étiez, puisque vous apportez la levée, combien de temps ça vous donnait par rapport aux ambitions de croissance? Et la dernière question, c'est que je pense que la motivation, en tout cas ma motivation numéro 1 de participer à ce projet, c'est pour soutenir un projet à fort impact sur plein de dimensions, comme vous l'avez bien expliqué. Pour autant, on reste actionnaire et un actionnaire, ça envisage une sortie à un moment donné et
Et donc voilà, c'était une question pour vous. Vous déjà, à titre personnel, est-ce que c'est, le projet de votre vie que vous voulez continuer, le plus longtemps possible, mener le plus longtemps possible? Est-ce que vous vous dites: «Ben, à un moment donné, j'aurais peut-être envie de de vendre cette société à quelqu'un d'autre?» Enfin voilà, quel est votre état d'esprit là-dessus? Alors, je vais reprendre à rebours. J'ai une meilleure mémoire en effet de récence, donc on va aller dans ce sens-là. Non, évidemment, le projet, je pense que je vais le porter le plus longtemps possible. Il vit aussi grâce à l'enthousiasme que j'y mets et la façon que j'ai d'en parler et de pouvoir être l'ambassadrice de ce projet-là. Donc non, je ne suis pas une serial entrepreneuse. Je me suis déjà voilà, accrochée pour pouvoir réussir cette première entreprise. Je vais la faire vivre le plus longtemps possible et rester à ses côtés, ça c'est sûr. Effectivement, au niveau de la trésor, on est là à T1 par exemple, on est quasiment à l'équilibre. Alors, sujet auquel je me confronte aussi en tant que chef d'entreprise, il a quand même fallu que je fasse une restructuration parce qu'on avait une masse salariale trop importante et une levée de fonds qui a mis trop de temps en fait aussi à se mettre en place. Donc voilà, on a mis en place aussi des KPIs financiers. Le gros avantage aussi de cette levée de fonds, c'est que ça va nous permettre de recruter une directrice administrative et financière, poste qu'on n'avait pas, qui était uniquement externalisé. Et quand on doit maîtriser un CA x30 en 3 ans, c'était un sacré challenge. On en avait déjà discuté, Nathalie, effectivement, au téléphone. Là, je suis vraiment ravie. On a trouvé la bonne personne. Les investisseurs, d'ailleurs, l'ont auditionné. Et c'est chouette parce que ça va vraiment être un atout énorme pour avoir un contrôle de gestion en interne et être à mes côtés pour piloter tout ça parce qu'effectivement, ce que je disais avant, c'était pas du tout mon métier et pas du tout ma partie. Donc là, ça va être vraiment une énorme aide. Et est-ce que j'ai oublié une de vos questions? Non, ça vous donne un souffle de combien de temps? Parce qu'effectivement, enfin, je le connais aussi sur d'autres situations, c'est extrêmement chronophage d'aller lever des fonds. Oui. C'est extrêmement chronophage de gérer la précarité financière dans une entreprise. Ah bah oui. Et du coup, pendant ce temps-là, on ne se concentre pas sur l'essentiel qui est la croissance, enfin voilà, trouver des nouveaux débouchés, des nouveaux produits éventuellement, enfin le plus important. C'est ça, et puis après des équipes ça vous aussi. donne combien de temps? Enfin, est-ce que vous allez pouvoir souffler pendant Oui. un certain temps? Ah oui, oui. En plus, on arrive vraiment dans le modèle qui devient, avec la récurrence notamment, qui devient générateur de cash. Donc en fait, là, c'était vraiment le moment de lever des fonds et on a plus d'1 an devant nous à l'aise en trésor, quoi. Donc de toute façon, l'idée, ce sera peut-être de relever. Tout le monde me dit ici, tu auras forcément une autre levée de fonds pour accélérer encore, aller encore plus à l'international, peut-être faire des filiales justement dans d'autres pays. Mais pour l'instant, sur notre activité pure de ce qu'on fait actuellement, on n'a pas besoin. La levée de fonds suffit pour après, pour nous accompagner dans ce moment-là où on n'est pas encore générateur de cash. D'accord. Voilà. C'est clair, c'est bon? Ouais. Il y avait peut-être sur les scénarios de sortie, Nathalie. C'était la dernière partie de votre question. Les scénarios de sortie, c'est vrai, oui. Alors, est-ce que je te laisse, Marine, plus sur votre fonctionnement à vous, là? Ouais, donc nous, en fait, Lita, on fait l'analyse de l'entreprise et entre autres, on négocie des clauses et notamment des clauses de liquidité. Donc, va y avoir une clause de liquidité qui va être mise en place à 5 ans. Et du coup, pour Gaëlle, ce sera à ce moment-là l'occasion d'étudier toutes les possibilités de sortie qui peuvent s'ouvrir pour les investisseurs Lita et pour que les investisseurs Lita puissent ressortir leur argent. Du coup, il y a plusieurs cas qui sont évoqués. Je ne sais pas si Gaëlle, peut-être toi, tu as plus les cas en tête, mais ça pourrait être notamment toi qui rachèterais les parts. Ça peut être l'entrée d'un nouvel acteur au capital qui rachète les parts de l'ITA. Donc, il y a différents cas qui seront vus et étudiés le moment venu. Et ça, du coup, c'est à partir de 5 ans. D'accord. Donc, assez classique. Assez classique, exactement. Et on a prévu un CA à 4,4 millions la fin 2023 et 24 millions en 2028. Même si je sais très bien que le BP à 5 ans, c'est un peu Nostradamus. Ce sont des chiffres bruts, ce sont des prix de vente en fait.
Oui, c'est c'est non, CA, c'est du non CA. compte tenu de l'achat des matières, enfin des comment ça s'appelle, Des des produits menstruels. des produits, ouais, voilà. Ça, c'est du CA, effectivement, mais on a un résultat net dès la fin de l'année, hein, positif, dès la fin de l'année ici. Et on est à 23% de résultat net positif dans 5 ans. D'accord. Peut-être justement, tu peux nous dire un petit peu plus sur le chiffre d'affaires de cette année et le résultat du coup qui va être positif. Du coup, il y a quand même c'est lié à la croissance qui continue, mais est-ce que tu sais ou est-ce que tu vois certains leviers justement qui s'activent? Peut-être c'est lié notamment au kit hôtellerie qui rentre en place, etc. Et qui fait que c'est cette année-là qu'on va passer à l'équilibre et même à la rentabilité positive. Bah oui, enfin. Alors, au bout de 5 ans, je crois que c'est à peu près classique pour les startups, mais sans financement, ça a été compliqué parce que, comme je le disais, c'était toujours en flux tendu. Il y a 2 éléments. Il y a effectivement, pour les entreprises, on a une meilleure marge. Hein, je disais qu'on avait fait des tarifs préférentiels pour le public. Donc, on a une meilleure marge sur le secteur privé entreprise. Pareil pour le kit hôtel, mais il y a aussi l'effet de la récurrence parce qu'effectivement, quand on met à disposition gratuitement un distributeur au début, si on en met 3 dans un collège, eh bien, on a déjà la fabrication de ces trois distributeurs-là. Ils sont certes amortis, mais on a quand même un moment où il faut sortir le cash en avance. Et donc, là, le système de la récurrence ensuite a une meilleure marge aussi. Donc, juste le consommable, c'est une meilleure marge aussi. Donc, on arrive à un mix marge qui tend à vraiment évoluer en permanence. C'est ça qui nous permet de faire la bascule cette année et de passer enfin en entreprise profitable. Et vous arrivez à mettre des contrats sur plusieurs années pour l'achat des consommables, justement? Non, pour l'instant, c'est vraiment à la demande, en fait, en se disant qu'une fois que le distributeur est installé, ils ont tout intérêt à continuer. C'est un projet qu'on doit mettre en place et notamment, on aimerait bien avoir un site marchand pour le côté entreprise. L'idée dans les collèges, lycées et tout, on aime encore être au contact à chaque fois du client pour être force de proposition sur les proportions et qui ne se retrouvent pas sur les bras trop de tampons, par exemple, puisqu'on sait que, par exemple, plus ça monte en âge, plus il y a une proportion de tampons importante. Donc, on a envie d'être quand même encore au contact des clients vraiment pour le public, mais pour le privé, l'idée, ce serait de pouvoir, après, avec un ID client, pouvoir recommander directement en ligne. Oui, puis j'imagine que la récurrence, excusez-moi, je ne veux pas monopoliser la discussion, mais c'est passionnant. J'imagine que la récurrence dépend aussi beaucoup de l'adhésion Oui. des femmes et des jeunes femmes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est peut-être encore en train de changer culturellement. Il y a eu un premier changement qui est que l'entreprise ou la collectivité décide de mettre de l'équipement. Mais il y a quand même aussi un autre changement culturel qui est que les femmes, osent ou prennent cette proposition comme une vraie valeur et l'utilisent. Parce que si elles ne l'utilisent pas, Ouais, c'est ça. Et c'est là que la sensibilisation, pour moi, était importante. Certes, je disais pour faire tomber le tabou, mais je m'étais très bien rendu compte aussi que dans les établissements où j'intervenais, il y avait plus de consommation, hein, parce qu'en fait, la précarité menstruelle, ça allie 2 tabous. Le tabou des règles, mais aussi le tabou de la précarité. Ça voulait dire que si on va se servir, on est pauvre. Or, l'idée de la sensibilisation, c'est de dire non, 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 non. C'est un outil d'égalité. C'est vraiment juste quelque chose, c'est normal. C'est normal qu'on vous mette ça à disposition. Et du coup, après, il y a plus d'utilisation dans les lieux où on fait plus de sensibilisation. Et c'est pour ça qu'on a un blog, qu'on le pousse régulièrement aussi auprès de nos prospects et de nos clients. Là, tout est en train de vraiment de se construire, notamment dans notre stratégie marketing et communication pour pouvoir, voilà, en permanence alimenter la réflexion de nos clients pour qu'on ne laisse pas tomber ces distributeurs. Le but, c'est ça, le pire pour moi, ce serait qu'il y ait des distributeurs vides. Malheureusement, on a beaucoup de retours d'étudiantes, notamment plutôt en enseignement supérieur où c'est pas rempli, alors qu'on sait qu'ils ont des réserves en plus. Oui, c'est vrai, il faut de la logistique sur place pour le. Et ça, c'est pareil, ça va être une habitude. Ça va être aussi une mise en place d'une routine qui va être le système de recharge. C'est aussi pour ça qu'il est plébiscité, parce que c'est super simple, quoi. Super. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci, Nathalie. Merci beaucoup, Nathalie. Du coup, je vais vous faire descendre de scène. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes vos questions. C'était très intéressant. Hop.
Donc, on va terminer avec les dernières questions. On a une question de Emma qui nous dit: avez-vous des associations partenaires qui sont très au fait de la précarité des femmes? Si oui, qui sont-elles? Sinon, des collaborations pourraient-elles être envisagées? Merci. Alors oui, comme je le disais depuis le début, j'ai décidé que notre entreprise serait mécène de l'ADSF Agir pour la santé des femmes. Et d'ailleurs, même sur notre box B2B, B2C, j'en donnais autant que j'en vendais. Donc c'est un modèle 100% solidaire aussi. On distribue aux femmes SDF. Mais par exemple, récemment, l'ADSF n'était pas intéressée par des tampons. Et on avait quand même une partie de nos dons qui devait être aussi en pluralité des produits en tous les cas. Et donc là, on s'est orienté vers le secours populaire pour ces stocks de tampons là, de dons. Donc on est évidemment preneuse de nouveaux partenariats. Je suis très très regardante et je fais attention effectivement à ce que ce soit des associations qui soient éthiques aussi. Très bien. Bon, bah, Emma, en tout cas, si vous avez en tête des associations, n'hésitez pas à nous le dire, on pourra les communiquer à Gaëlle. Petite question de Louis. Quels sont les différents axes de développement prévus, notamment à l'international? Donc, tu parlais notamment des 7 pays actuels. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus s'il y a une stratégie prévue à l'international. Tu en parlais un petit peu avec Nathalie aussi tout à l'heure. Ouais. Donc, ça peut être. Voilà. L'idée, en fait, c'est que, par exemple, en Suisse, on a eu le premier marché à l'international. On a eu tout le canton de Vaud. C'était une expérimentation. Là, le marché va vraiment être passé. En fait, l'idée, c'est de se dire que si on a un marché public, notamment à l'international, on ouvrira une filiale puisqu'on n'a à nouveau aucun intérêt à tout expédier, tout exporter au niveau impact environnemental, tout exporter de France. Donc, c'est un petit peu ça, les axes de développement prévus, ce serait de développer des filiales à l'étranger une fois qu'on a un marché bien en place, soit par des entreprises, soit par des marchés publics. Donc là, on est, pour l'instant, c'est pas une stratégie puisque on ne fait que gérer de la demande entrante. Donc on est présent dans 7 pays parce que les établissements ou des entreprises sont venus nous chercher. Super. Bah, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup. Excuse-moi, on a identifié évidemment par rapport à la législation et la façon dont le sujet des règles est traité dans les pays, on a identifié plus ou moins des pays, notamment la Nouvelle-Zélande où Jacinda Ardern, même si elle est partie, avait mis un budget précarité menstruelle à 6 millions, je crois, dès la première année. Donc c'est des pays qui seront des pays cibles. En fonction de la législation qui est en train de se mettre dans les pays. Donc l'Écosse aussi, je commence à travailler avec le gouvernement écossais aussi, évidemment. Super. Bah, du coup, des pays de toutes parts au final. C'est ce qu'on remarque. Une question de Roberto. Question axée sur la finance. Combien de temps il vous faut combien de temps il vous faut? Combien de recharges commandées par établissement pour récupérer les coûts d'installation d'un distributeur? Break-even par distributeur. En fait, on la récupère dès la première commande puisqu'ils reçoivent les distributeurs avec leur recharge. Et donc, on a fait en sorte qu'avec la marge même dans le public, qui est moindre, qui est à peu près à 50%, on soit en break-even dès la première livraison quand même. Super. Merci. Gaëlle, j'espère que Roberto, ça répond à votre question. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On arrive dans tous les cas à la fin de cet événement, à part si on a une dernière petite question. Mais si pas de questions, du coup, on va peut-être clôturer puisqu'il est 58 et qu'on aura fait une heure. Je vous fais bénéficier de la vue que j'ai depuis le bureau pour faire enrager peut-être ceux qui ne sont pas la chance d'être en bord de mer, mais voilà, pour vous dire qu'on est aussi une entreprise atypique dans le lieu où on est, puisqu'on est sur un petit port de pêche bigoudin, et que l'important pour moi, c'était de créer de l'emploi aussi dans les territoires éloignés de l'emploi. C'est très important aussi et tu fais bien de le rappeler. Merci beaucoup du coup Gaëlle pour toutes ces questions, pour cette présentation aussi très passionnante. Donc comme je vous le disais, Marguerite est actuellement en pré-collecte. La collecte est prévue sous peu, donc vous aurez bientôt le dossier d'investissement à disposition
dans l'onglet opération. Dans le même onglet, vous aurez également le replay du live meeting. Et du coup, dans les prochains jours, on passera en collecte et vous pourrez du coup concrétiser vos intentions d'investissement et réellement investir dans Marguerite et compagnie. Donc, on a hâte de passer cette phase et du coup, la collecte se fera sur juin-juillet. Donc, n'hésitez pas en tout cas à communiquer autour de vous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à continuer à les poser dans la page de la levée de fonds, dans l'onglet questions. Voilà, dans l'onglet dédié. Merci beaucoup. Merci à tous. Je te laisse peut-être le mot de la fin, Gaëlle. Merci à tout le monde pour ces questions super intéressantes. J'espère que j'y ai répondu correctement et que ce projet vous a bien motivé, vous qui avez déjà mis des intentions, et que vous allez aussi faire partie des ambassadeurs et des ambassadrices qui en parlent partout autour de vous. Et rendez-vous pour celles et ceux qui peuvent demain soir, puisque je pitch à la pitch party chez Lita demain soir. Exactement, à la pitch for impact. Je vais au cas où vous remettre aussi le lien, mais vous pouvez encore vous inscrire. Vous avez dû recevoir des mails pour l'inscription et du coup, Gaëlle pitchera aux côtés de 5 autres pitchers. Voilà, donc une belle soirée pour demain, à la veille du lancement en collecte. Merci à tous, bon appétit à vous pour celles et ceux qui n'ont pas mangé et puis on se dit à très bientôt ou à demain sur lita.co. Merci, Au revoir.